Allons-y, faisons ces discussions-là, et puis comme ça on pourra enchaîner, Inch'Allah. Je repose ma question. Je me rapproche. Rapproche-toi. Alors, notre ami va se rapprocher. Je ne veux pas dire son nom parce que je ne veux pas le griller. Voilà, c'est bien. Mais au nom de sa voix célébrissime, vous allez le reconnaître. Il a une certaine suavité. C'est grave, hein. En plus, je viens de prendre un truc. Il a pris du miel, là. Donc, si vous entendez des questions qui chantent, c'est lui. Donc, Ousmane, aujourd'hui, en plus, je pense que tu les connais bien, on a eu même un institut ici qui s'appelle 3IT, en termes sur la pensée qui est arrivé quand même et qui, je pense, était à cette époque-là assez novateur, assez pionnier dans certains questionnements. Il y a même eu toute une production qui a été établie par les pères fondateurs de cette structure. Tout à l'heure, on évoquait les différents systèmes de pensée. Où est-ce que tu classifierais finalement la production de ces penseurs? Comme je te l'ai dit en off, moi je placerais la production de l'IIT dans le système du Bayan, le système classique que nous avons. Mais il faut déjà d'abord qu'on sache ce qu'on entend par l'IIT et leur projet d'islamisation du savoir. Bon, j'ai fréquenté beaucoup l'IIT, j'ai beaucoup appris d'eux. Mais tu peux nous en parler peut-être, tous tes auditeurs ne voient pas ce que c'est, quand est-ce que ça... Parce que moi je ne connaissais pas, ça a fermé en 2012 et... Ouais. Moi j'ai pas eu spécifiquement... Bon, l'IIT c'est quelque chose qui est né à partir des efforts intellectuels et de l'impact d'un grand monsieur qui s'appelle Ismail Al-Farouqi qui a été assassiné. C'est un grand penseur. Et il y avait cette idée de penser des sciences humaines et sociales islamiques. Pourquoi? Parce que, il disait donc, certes, il y a l'aspect politique, il y a l'aspect théologique, mais il faut penser au fait les sciences sociales et humaines, par les sciences tout court, mais à l'aune des principes de l'islam, car les sciences sociales et humaines telles que la modernité nous les a données, se fondent sur déjà des concepts préétablis, philosophiques et religieux, qu'il faut questionner. Et donc ce sont ces principes ou ces paradigmes philosophiques et religieux qui, fondant la science, et surtout les sciences sociales et humaines, à partir de leur conception, qu'il faut questionner, et ensuite, à partir des sources de l'islam, intégrer ces sciences-là, détachées de leur origine ou de leur paradigme religieux et philosophiques, et les intégrer dans l'islam, dans la vision de l'islam, et faire un travail d'islamisation du savoir, aslamatu al-ma'rifa. Et donc, un mouvement va naître de là, qui vont mettre en place des institutions, qui vont créer en fait l'Institut de la pensée internationale de la pensée islamique. Et ils vont essaimer un peu partout, aux États-Unis, puisque c'est né là-bas, en Angleterre, dans beaucoup de pays musulmans comme le Koweït, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Malaisie, où ils vont fonder l'Université internationale islamique, dont le premier directeur était un des fondateurs de l'IIT, qui s'appelle Abou Suleiman. J'ai oublié son nom. Ah oui, ça me dit quelque chose, j'ai son livre. J'ai oublié son nom, ça va me venir. Il a écrit de très bons livres sur l'éducation d'ailleurs, que je vous conseille de lire. Et donc, il y a cette idée d'islamiser les sciences, en les intégrant dans le système de valeurs et de la pensée philosophique de l'islam et religieuse. Il y a l'idée de relier les savoirs, les sciences de la religion avec les sciences sociales, humaines, etc. Donc, juste avant, qu'est-ce que tu penses de cette distinction d'ailleurs, toi c'est une distinction qui existe,
mais qui ne doit pas aboutir à la séparation. Nous, on est face à une séparation, et pas à une distinction. Donc, qui dit distinction dit relation. Donc, il faut apprendre, il faut comprendre les modalités de relation qu'il faut qu'il y ait entre ces différents champs des disciplines. Les principes, quand même, ce que moi j'ai retenu de cette approche, qui m'a beaucoup nourri, c'est l'idée de l'unité de la connaissance humaine. C'est l'idée de la nécessaire mise en relation des différents domaines, donc le champ interdisciplinaire. Mais cela, je l'avais déjà de façon intuitive à force de lire le Coran. Et c'est une intuition présente dans la vision musulmane de façon générale. Même si de fait on est arrivé à une séparation des sciences. Et donc il y a cette idée d'interdisciplinarité, d'unité de la connaissance, de réflexion sur d'unité des sources, faire de la création une source, faire de la révélation une source. Et l'université de Malaisie est fondée sur cette vision-là. Il faut qu'il y ait une complétude, une complémentarité entre les sciences religieuses et les sciences profanes. Et donc, cette université-là, voilà pourquoi est-ce que toute personne qui va choisir un diplôme en sciences des religions, en sciences de la révélation, doit forcément avoir des connaissances aussi dans les autres domaines, obligé, et vice-versa. Et donc, il pense la complémentarité des takamul, des savoirs. Donc, on a l'idée d'islamiser la science ou la connaissance. On a l'idée de relier les sciences de la religion et les sciences dites profanes du monde. Et on a l'idée de takamul, de complémentarité entre les différents domaines de la connaissance. Très bien. Et ils vont produire des livres, des ouvrages, organiser des colloques, financer des études. Ils vont dépenser beaucoup d'argent. Ils vont construire vraiment une véritable institution. Et donc, durant les années 80, il y avait beaucoup d'espoir, 80-90, dans ce travail. Et j'en parle avec notre ami commun, Mohamed, le Djihad. Au moins, je lui disais que maintenant, avec le recul, on peut voir ce qu'ils ont fait. Et aucun résultat. Ils n'ont pas produit, ne serait-ce qu'une théorie de la connaissance dans le domaine juste de la sociologie. Je ne parle même pas des sciences humaines et sociales de façon globale. Il n'y a pas de sociologie islamique, comme il n'y a pas d'économie islamique, comme il n'y a pas de mathématiques islamiques. Et donc il y a une erreur ici sur le plan épistémologique. Le fait de croire qu'il n'y a pas des lois indépendantes de l'interprétation subjective religieuse. Et au lieu de maîtriser, en fait, au lieu d'aller vers l'universel, et donc de dire aux Occidentaux que les sciences que vous enseignez ne sont pas le fruit, ne sont pas le résultat de votre caractère surhumain extraordinaire, c'est quelque chose d'universel, car ça répond aux règles universelles de l'univers. Nous, on est encore rentré dans une autre spécificité en se disant, eh bien, on a notre propre spécificité, créons-la. Là où les Occidentaux, bien sûr, en tout cas en partie, avaient cette tendance à dire que c'est nous qui avons découvert ces lois, donc ça nous donne une certaine supériorité et primauté, mais ils disaient que c'était universel. Et ce sont des lois universelles. Bon. Eh bien, nous qui portons une religion de l'universel, on a voulu dire non, on a notre propre champ, compartiment de la connaissance. Et il y a donc des sciences occidentales. Et il faut donc des sciences islamiques, des sciences sociales islamiques, une économie islamique, de la science islamique
de la sociologie islamique, etc., etc. Épistémologiquement, ça ne peut pas marcher. Certes, il y a des approches du monde qui sont religieuses et philosophiques. Mais les approches du monde philosophiques et religieuses ne sont pas la science. La science, ça correspond à un certain nombre de méthodes et de démarches scientifiques, de vérification, de critique et de progression dans l'accumulation des connaissances et de vérification du caractère ou pas universel du résultat. S'il est applicable dans tous les, à chaque fois, à chaque expérimentation, on continue à considérer que c'est une règle et une loi, jusqu'à ce que nous nous trouvions face à une situation où la règle n'est pas, le résultat n'est plus probant, et donc on en déduit qu'il faut changer la théorie, il faut changer la vision. Ça, c'est la science. Et donc, avec tout le respect que j'ai pour tous ceux qui ont travaillé dans ce domaine, on a perdu du temps. On a perdu du temps parce que c'était une réaction identitaire. C'était une réaction en se disant que, en fait, on est dans le complexe de celui qui est dépassé alors qu'il a un passé glorieux. Et ce complexe-là, on n'arrive pas à le dépasser, surtout nos amis arabes. Surtout nos amis arabes. Les Africains sont des suiveurs, donc c'est pire. C'est pour rééquilibrer. Mais surtout que même cette idée d'islamisation de la connaissance, c'est même pas une invention de l'IT. Ils ont pris ça de nos amis indiens. Les Indiens ont été les premiers à parler d'hindouisation du savoir. C'est que même là, on n'est pas pionnier. Et du coup, pour quand même aller dans... Parce que il y a quand même eu... En fait, qu'est-ce qu'on peut tirer de positif finalement de leurs travaux? Et le fondateur dont je cherchais, si je me trompais, il s'appelle Abdelhamid Abou Suleyman. Exactement, un grand monsieur. Oh là là, j'ai aimé ces livres. Moi, je suis en train de lire un de ses livres qui s'appelle Le problème de la méthodologie dans la pensée islamique. Ouais, je l'ai lu. Lis aussi en arabe Al-Wajdan, Wajdan al-Tifl ou Wajdan al-Muslim. Azamat al-Wajdan al-Muslim. La crise Wajdan, je sais pas comment. C'est pas la chanteuse, hein. Wajdan, non, t'as pas fait le lien. Il n'y a que moi qui fais des liens comme ça. Il parle du Coran et hop, il parle de Wajdan. Bref, on coupera ça en route. Même si je sais qu'il ne va pas le faire. Mais Azamat al-Wajdan al-Muslim, c'est la crise de l'intime, la crise de l'émotion, la crise de... Wajdan, c'est tout ce qui concerne ce que tu trouves en toi. Voilà, l'éducation, quelque chose comme ça. Mais il a beaucoup travaillé sur l'éducation. Il disait que la base de la réforme, c'est l'éducation. De ce côté-là, elle n'a pas été suivie par ses confrères. C'est l'éducation dès l'enfance. Il faut commencer par là. Il ne faut pas commencer avec les adultes. Donc, oui, il y a des choses positives, bien sûr, comme je viens de le dire. Moi, j'ai beaucoup appris d'eux. Hein. Beaucoup. Mais comme je l'ai dit, sur l'essentiel, c'est-à-dire la production d'une science. C'est quoi la science? Quel est l'enjeu de la science? L'enjeu de la science, c'est de permettre à ceux qui maîtrisent les sciences du monde à être maîtres d'eux-mêmes, de leur avenir, et à pouvoir concurrencer les autres peuples, les autres civilisations. C'est ça l'enjeu de la science. Très bien. Le fait de dire qu'il faut qu'il y ait une complémentarité entre la vision du monde que nous donne la révélation et la connaissance que nous avons du monde, oui, ça c'est nécessaire. Mais il n'y a pas besoin de créer une science islamique, science sociale islamique. C'est pas ça. Parce que le Coran, quand il parle de ces choses-là, du monde, il parle non pas aux musulmans, mais déjà à l'être humain en tant que tel, et il parle de règles cosmiques qui ne répondent pas à la spécificité ou qui ne correspondent pas à la spécificité de telle et telle culture. Mais est-ce que derrière l'islamisation, il y a cette volonté-là? Est-ce que finalement, c'est pas le fait de dire, et on en parlait en off comme tu disais, mais moi, comment je comprends leur volonté, c'est que Dieu a mis finalement en l'être humain des prédispositions, ce qu'on appellerait la fitra, et que penser finalement un contenu, un savoir qui vient répondre finalement à ces besoins-là,
à cette correspondance humaine-là. Je sais pas si c'est clair. C'est dans ce sens-là Oui, que... mais c'est le but des différentes disciplines que nous avons. Ils y arrivent ou ils n'y arrivent pas. Ça, c'est une vision du monde. Là, on parle de science. La science, c'est pas une vision du monde. Bah, Non. un peu. Non. Bah, à partir de quoi tu fondes Ce que vise la science, en tous les cas, c'est d'étudier le monde tel qu'il est et son fonctionnement, son commun. Il ne s'occupe pas du pourquoi. Le pourquoi, c'est nous qui le ramenons. Mais est-ce que... Qu'est-ce que je vais faire de la science? Ça, c'est de l'idéologie, c'est de la religion, c'est de la philosophie, c'est de la politique même. Mais derrière l'islamisation du savoir, c'était pas cette perspective-là? L'islamisation du savoir, c'est dire qu'il y a une science économique qui s'appelle l'économie islamique. Ok. Très bien. Le problème, l'économie, c'est quoi? C'est l'expression de règles qui se pensent dans le développement des biens humains et de leur bien-être sur le plan économique. Il y a des règles qui concernent l'ensemble de l'activité économique de l'être humain et pas quelque chose de spécifique aux musulmans. Ils peuvent se tromper, mais ils se trompent. On dit ils se trompent à l'aune de quoi? À l'aune de règles cosmiques supérieures. En disant, ouais, mais ça, c'est une spécificité occidentale. Donc, c'est pas une science économique. La science économique, c'est ça. Nous, les musulmans, ce qu'ils disent, c'est non seulement c'est spécifique à eux, mais venez, on fait quelque chose de spécifique. Au lieu de dire non, c'est quelque chose de spécifique, c'est pas universel. Venez, on fait quelque chose d'universel. Ce qui aurait dû être notre guide, puisque c'est ce que le Coran veut. Nous, on a régionalisé la connaissance. Au lieu de monter au niveau universel, de monter, d'aller, de relever le défi de l'universel et du cosmique. Mais pour eux, quand ils disent islam, est-ce qu'il n'y a pas cette volonté universelle? Certains disent, parce que l'islam, c'est le cosmique, c'est comme pareil. Oui, ok. Dans ce cas, il ne faut pas parler d'islamisation du savoir. Il ne faut pas parler d'islamisation. On parle du savoir, tout court. Le fonctionnement, les règles qui concernent le fonctionnement des sociétés humaines, sont-elles islamiques? Et qu'est-ce qu'on entend par islamique? Moi, en tout cas, tel que je le comprends, c'est ce qui respecte la nature. Fidèle à la lettre. Fidèle à la lettre, très bien dit. Fidèle à la lettre? À la lettre ou à l'être? À la lettre. À la lettre. Aux deux. À la lettre. Moi, je crois que pour beaucoup, c'est à la lettre et pas à l'être. Prenons le cas de l'économie islamique. Qu'est-ce qu'on entend par économie islamique? Il n'y a pas de riba, c'est haram. Et on respecte... En tout cas, de façon classique, quand on parle d'économie entre guillemets, déjà, islamique, communément c'est finance islamique, effectivement, on parle de par riba comme il le disait. Mais de façon globale, en tout cas dans leur perspective, je m'interroge je pense pas qu'ils l'interrogeaient dans ce sens-là. La notion même d'islamisation du savoir n'a rien produit, c'est ça le problème. N'a pas produit quelque chose, on dit, et c'est ce que je disais à Mohamed. D'accord, qu'ont-ils, on parle ils ont fait un truc sur la sociologie et la psychologie. Qu'ont-ils apporté dans le champ des sciences, quelque chose de tellement décisif, que tout le monde se dit, hop. Là, on a fait une découverte capitale dans ce domaine. Ouais, c'est eux qui l'ont fait. Mais c'était ça l'ambition. Oui. 40 ans, frère. C'est beaucoup 40 ans. Ouais, mais... Enfin, je dis 40 ans, je suis généreux. C'est plus. Non, mais il y a quand même une pensée qui est déjà en place, qui est déjà... Mais qui a une pensée en place? C'est pas ça le propos. C'est le fait qu'elle soit en place et qu'elle n'a rien produit. Alors, il y a le problème, je reviens sur... Attends, juste pardon, je suis pas... en Malaisie, leur pensée, elle n'a pas d'impact. La Malaisie est le fruit de la pensée de l'IT? Ben non. Pas le fruit de... Faudrait vérifier ce que fait l'université là-bas. Mais est-ce que l'université fondée sur ces principes-là, encore une fois, qu'ont-ils fait de fondamental en matière de recherche, de connaissance, de théorie de la connaissance même? Là, on parlait de psychologie. Au niveau de la théorie de la connaissance, sur le plan psychologique, moi je l'ai lu. Et je connais bien leur truc. Je dis pas que j'ai tout lu, mais j'ai bien compris l'essentiel. Il n'y a pas
à ce jour, au sein de ce courant, une production digne de ce nom sur le plan de la théorie de la connaissance, sur le plan de l'épistémologie, qui était quand même le domaine dans lequel il voulait se spécialiser, ni dans les branches du savoir, dans les différents domaines, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans la psychologie, que ce soit dans la sociologie. Alors je sais que ça fait pas plaisir à certains que je dise ça, mais moi je les aime ces gens-là. Il n'y a pas de souci, c'est pas une question d'amour. C'est une question de les frères et les sœurs. Si nous voulons contribuer au monde, c'est pas cette voie. Okay. Cette voie-là, on a vu ses résultats. Voilà. 40 ans d'expérience, c'est largement suffisant pour voir si c'était une bonne piste. À mon avis, au vu de ces résultats, au vu de l'espoir, par rapport à l'espoir qu'on portait à cette voie-là et les résultats, c'est faible. Très faible. Comme je l'ai dit, ils n'ont pas fondé quelque chose de fort et de profond. Il y a des prémices intéressantes, moi je les ai intégrées. Mais dans le domaine du champ de la connaissance, l'idée d'islamisation du savoir, c'est un slogan. C'est pas scientifique cette affaire. C'est pas objectif. Parce qu'à ce moment-là, il y a la christianisation du savoir. Comme je l'ai dit, ce sont les hindous qui ont commencé ça. Demandez-leur où ils en sont. Ça fait longtemps qu'ils ont dépassé ces chimères. Donc, il y a le frère qui rigole là-bas. Il est trop... Le frère, il est tranquille, il dit chimère et tout. Alors que là, ils ont vécu toute leur vie là-dedans. C'est vrai, ça fait mal, c'est dur. Mais quand on critique une pensée, on ne se met pas du côté de ceux qui l'ont produite, de leur subjectivité. On se met de côté objectif par rapport au bien-être global. Il faut une autre voie. Premièrement, si l'islamisation du savoir, c'était qu'il y ait des musulmans dans tous les domaines, on aurait pu penser ça. Genre, dans tous les domaines de la science, il faut qu'il y ait des musulmans. Et qu'on soit inventif, créatif. Ah ouais, là, j'aurais dit peut-être. Allons-y. Construisons des laboratoires. Poussons les gens à étudier. Maîtrisons les connaissances. Apprenons bien les choses. En fait, il faut que les musulmans en apprennent un peu à écouter. À se taire. On a beaucoup de choses à apprendre des autres. On ne connaît pas assez. Les autres nous ont dépassés très loin. On ne se rend même pas compte. On ne fait que parler. L'islam va venir. Mashallah. On est le peuple. Dieu nous a choisis. On va islamiser la connaissance. Astaghfirullah al-Azim. Les Japonais ont parlé de japonisation du savoir. Hein? Vous les avez entendus dire des choses comme ça? On va japoniser le savoir. Ah, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Ils ont étudié les sciences. T'as le monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, à la fin du 19e siècle. Hein. Il l'envoie en Europe pour étudier la voiture. Déjà, je ne sais pas si c'était pour ça d'ailleurs. Il va, il regarde, il étudie à l'université. Il va dans 3 pays comme ça pour découvrir comment la voiture fonctionne. Il arrive à acheter une voiture, il la déconstruit complètement, il la reconstruit, jusqu'à qu'il comprenne le mécanisme. Ensuite, il va au Japon. Et là, il montre à l'empereur comment ça marche. Est-ce que tu peux faire pareil? Oui. Et maintenant, vous savez, les Mitsubishi, les Honda et compagnie, etc. Tout ça bien. Ils ne sont pas dit, on va apprendre à danser comme les Occidentaux, comme certains ont conseillé aux musulmans, il faut qu'on danse comme les Français pour qu'on soit civilisés. Il faut qu'on mange avec des fourchettes pour qu'on soit civilisés. Ils ont gardé leurs baguettes, eux. Ils ont rajouté les fourchettes, mais leurs baguettes, ils ont gardé. Mais ce n'est pas leur mode de vie qu'ils ont changé. Ils ont appris de l'Occident, les sciences, la connaissance. Et ils ont gardé leur culture. Très bien. Nous, le problème que nous avons, c'est que certains nous ont dit, il faut manger comme eux, il faut aller aux toilettes comme eux, et il faut parler comme eux et croire comme eux. Le secret, c'est ici. Et on ne s'est pas intéressé aux connaissances et aux sciences. Comme on est des muqallidoun dans le din, on s'est transformé en muqallidoun de la modernité, du modernisme. Là où le din et la modernité, c'est la connaissance autonome. C'est l'autonomie de pensée et la connaissance du monde. À partir des principes divins auxquels tu crois. La religion ou la modernité. Très bien. De l'autre côté, dans la réaction, au lieu de nous mettre à un moment de dire, on va apprendre.
On a des choses à apprendre. On n'est pas d'accord avec eux sur telle vision du monde, mais c'est pas grave. On va apprendre d'eux, on va connaître comment fonctionne le monde, la technologie, la science. On va être des élèves sérieux. On va arrêter de se la raconter. On va mettre de côté notre complexe de supériorité ou d'infériorité, de je sais pas quoi. Ouais. Ils sont comme nous, on est des êtres humains. Eux, ils ont de l'expérience, ils ont appris des choses, on apprend d'eux. Au lieu de ça, on a fait que raconter des trucs. Nos anciens, c'était les plus beaux, ils étaient les meilleurs. On a les premiers sociologues, c'est Ibn Khaldoun. D'ailleurs, Emmanuel Kant, avant Emmanuel Kant, il y avait Al-Ghazali, Mashallah. Et arrête, tout ça, ce sont que des... Comment expliquer ça? Mais tu parles d'où? Est-ce que tu parles d'à partir d'ici ou tu parles Je parle de globalement le monde musulman, parce que c'est un seul et même monde aujourd'hui. On parle des Occidentaux, ils ne sont pas que en France. Je parle de même nous qui sommes en France. Après, on ne profite pas de la civilisation occidentale comme il se doit. Regarde, à part celui qui n'a rien à faire avec la religion, il fait sa vie, devient anthropologue, un député, je ne sais pas quoi, et loin de nous, loin de la religion, loin des mosquées, loin des associations. Quand on regarde les mosquées, les associations, ceux qui sont porteurs de la religion, c'est le centre de leur vie. Qu'apporte-t-il à ce pays? D'accord, mais ça c'est ici. Est-ce que tu as regardé aux États-Unis, en Angleterre? De leur... Tu veux parler des États-Unis? Ah bah regardons les États-Unis, Henri. Que les musulmans anglo-saxons bénéficient de la dynamique du monde anglo-saxon de manière générale, qui est beaucoup plus vitalisé et beaucoup plus effervescent que le monde francophone un peu cramoisi. C'est un fait. Mais ce n'est pas le fait des musulmans eux-mêmes là-bas. C'est le fait de l'ambiance et de l'atmosphère globale. J'avais compris. Mais quand tu questionnes, par exemple, nos musulmans afro-musulmans là-bas, les afro-américains, leur demande ce qu'ils pensent de leurs frères arabes et de leur compréhension du monde. Il y a beaucoup d'Arabes qui n'aiment pas trop les Noirs et qui n'aiment pas trop prier avec eux là-bas. Et qu'ils sont souvent issus de classes supérieures parce qu'ils sont des universitaires, des gens qui sont dans les professions libérales. Ils ne traînent pas trop avec leurs frères afro-américains de bas. Les problèmes de division, les problèmes de considération de la femme, les problèmes d'interaction saine avec l'univers, de compréhension du monde, d'autonomie de pensée, c'est quelque chose de général dans tout le monde musulman. Alors c'est beaucoup plus fort chez certains que chez d'autres. Et c'est beaucoup plus fort dans certaines classes sociales que d'autres. Et quelquefois, il y a certaines classes sociales, c'est des catastrophes. On ne pense pas trouver ces catastrophes-là, mais on les trouve aujourd'hui. Donc, je ne parle pas des individus. Je parle de la pensée musulmane dans sa dynamique, de façon globale. Après qu'il y ait des gens super intelligents comme vous ici, j'espère en faire partie, quoique bon, je crois que j'ai beaucoup de chemin à faire, mais de façon générale, la pensée musulmane est une pensée qui a du mal à se critiquer, qui ne considère pas la science. La science que le Coran nous demande d'étudier, ne considère pas la science. Pour nous, un savant, ce n'est pas un astronome, ce n'est pas un médecin. Dans le monde musulman, dès qu'on te dit savant, c'est qui? C'est Qala Allah, Qala Rasoul. C'est tout. Comment est-ce que la terre est plate et ronde ou ronde? Ils vont te demander quoi? Ils vont te dire, allez voir dans le Coran, demandez au faqih de faire une fatwa. Alors la terre, elle est ronde ou elle est plate? Ah, selon le Coran, musattah, pas musattah. C'est pas trop. Et puis la langue, ici, linguistiquement parlant, c'est pas en faisant des déductions du Coran que tu vas découvrir que la terre est ronde. Il faut étudier la science, la connaissance, la nature. Ça, c'est pas ça chez nous. Ça n'existe pas. Donc, qu'il y ait des exceptions, oui. Ah oui, il y en a beaucoup. Enfin, beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Sinon, ce n'est pas des exceptions. Mais il y a des exceptions. Mais de façon générale, la pensée musulmane est une pensée qui a du mal à se critiquer, qui a du mal à penser philosophiquement les choses. Et qui considère que les autres sont dans l'égarement total et que eux seuls iront au paradis
Mais on enlève le paradis, que eux seuls détiennent la vérité ultime. À partir de là, les autres peuples, quand ils nous entendent parler comme ça, ils disent, mais ces gens-là sont fous. Parce que c'est dans vos pays qu'il y a la guerre. C'est dans vos pays qu'il y a des catastrophes. C'est dans vos pays, alors, c'est dans vos pays qu'il y a la pauvreté. C'est dans vos pays qu'il y a tant. Et vous êtes là, en train de dire que, voilà, nous on est les meilleurs. Fala tuzakku anfusakum, disait le Coran. Ça, c'est un truc, je l'ai compris au Sénégal. Au Sénégal, astaghfirullah al-azim. Les Sénégalais, quelquefois, ils ont une manière de parler d'eux-mêmes. Et une manière de parler de leur religion et de leur vision des choses, et de leur marabout, c'est extraordinaire. Et je dis, mais descendez un peu sur terre, les gars. On fait partie des 20 pays les plus pauvres du monde. Qu'est-ce que vous racontez? On ne peut pas parler, on n'a pas le droit de parler. Il faut qu'on travaille. On arrête de parler de nos ancêtres, notre cheikh, notre marabout, c'est fou là, il a prié sur je ne sais pas quoi, voilà, l'année et tout. C'est des mukhaddirat. On se shoot avec ce genre d'histoire pour nous faire du bien. Et c'est pour ça qu'on a du mal à la critique. Je reviens à Islamat al-Ma'arifa, l'islamisation du savoir. L'islamisation du savoir participe de ça. C'est une réaction. C'est une réaction. C'est pas une action. Et si on s'en tient à ce que dit le Coran, en fait, on aurait islamisé la connaissance, entre guillemets, en s'intéressant aux règles cosmiques. C'est-à-dire en sauvant la connaissance et la morale de certaines tendances occidentales à la régionalisation. Les Occidentaux ont tendance, à un moment donné, quand il s'agit d'eux, d'être super objectifs, mais quand il s'agit des autres, il n'y a plus de règles. Donc, on a besoin à un moment donné de monter un cap où, quand on dit toute l'humanité, c'est toute l'humanité. C'est pas que les Blancs, et c'est pas que les Européens. Et c'est pas des règles machin là dans la société, dans les sociétés dans lesquelles on se trouve. Par contre, on met le boxon partout dans le monde. Parce qu'on ne croit pas en l'égalité et en des règles cosmiques qui sont éternelles de tout temps sur tous les mondes. Ça, on n'y croit pas en Occident, pas vraiment. Mais nous, musulmans, on doit contribuer à ça. Et pas en disant qu'on va faire notre petit truc à nous. Parce que notre petit truc à nous, il est dû à quoi? Il est dû au fait que nous avons notre système ancien, médiéval, qu'on confond avec l'islam, et qu'on dit qu'il faut le protéger. Les sciences occidentales sont partout, on l'appelle ça science occidentale, et nous on leur demande, s'il vous plaît, laissez-nous notre petite région là, de connaissances, sciences islamiques. Là. Le droit, vous avez tout pris. Laissez le droit de la famille. S'il vous plaît. Ne touchez pas au droit de la famille. La femme peut divorcer. Aouzubillah minash shaitanir rajim. Ils veulent enlever la charia. Il n'y a plus de charia dans nos pays. Il n'y en a plus. Les faits sont là. Tout ce que nous sommes en train d'enseigner dans les sciences islamiques ou dans les universités ne servent pas à conduire le monde. C'est pour ça qu'on a plein de chômeurs parmi les diplômés de nos écoles islamiques. Je ne vais pas citer des noms. On ne peut pas. On ne nous enseigne pas quelque chose qui permet de diriger le monde. Est-ce que tu comprends? Donc, Islamiyat al-Ma'arifa, une très belle aventure dont il faut tirer les leçons. J'étais peut-être un peu dur, mais bon, on verra. Vous connaissez mon art de la nuance sur certains points. Mais ici, il ne s'agit pas de faire de la nuance, il s'agit d'aller droit au but. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce qu'on veut? Prouver que nos ancêtres étaient des gens bien? On n'a pas besoin. Qu'est-ce qu'on veut? Ça, c'est une question en fait. Qu'est-ce qu'on veut? Aujourd'hui, les musulmans savent ce qu'ils ne veulent pas. Il y a plein de choses que les musulmans ne veulent pas. Haram, 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 haram. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est une grosse question à laquelle je crois nous n'avons pas de réponse collective à donner. Pour l'instant, on n'en a pas. Donc tout ça pour parler d'Islamiyat al-Ma'arifa, que Dieu la récompense celles et ceux qui ont travaillé dans ce domaine. Il y a beaucoup de choses à apprendre d'eux qu'il faut prendre, mais il y a des choses à dépasser. Mais maintenant, c'est à nous d'agir. Voilà.
Dans 20 ans, il y aura d'autres jeunes aussi qui vont se lever. Il y a Ousmane Timera, les frères, etc. C'est rigolo. Ou pas. À nous de voir dans 20 ans ce qu'on fera, Inch'Allah.